Bonjour, donc moi c'est Louise. Aujourd'hui je vais vous parler de mon fils Gabriel qui a 8 ans et demi, qui a été diagnostiqué autiste à ses 3 ans et je vais vous raconter un petit peu la vie d'une famille avec un enfant autiste. Alors merci Louise d'avoir accepté l'invitation. Alors comme tu l'as introduit dans la vidéo, est-ce que tu peux te présenter un petit peu davantage, présenter ta belle famille et puis les particularités du petit Gabriel? Moi c'est Louise, je vais avoir 34 ans bientôt. Je suis infirmière, actuellement au centre de rééducation à Néry-les-Bains. Je suis mariée avec un bûcheron. Et donc nous avons 2 enfants, Mérida qui va avoir 6 ans, enfin qui a eu 6 ans pardon, et Gabriel, donc l'objet de la rencontre, qui a 8 ans et demi et qui donc a été diagnostiqué autiste à ses 3 ans. Ok, alors est-ce que tu peux nous expliquer justement comment s'est fait ce diagnostic, l'avant 3 ans déjà, la naissance de Gabriel et puis jusqu'à son diagnostic? Alors, Gabriel, c'est un bébé d'amour, hein, bien sûr. Moi, dès la naissance, entre guillemets, je me pose des questions. Je vois qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait normales. C'est un bébé plante verte, un bébé qu'on pose dans un endroit qui ne bouge pas, qui ne réclame que en fait manger. Qui ne pleure pas, qui il bouge pas du tout. Et puis arrivé à partir de ses 9 mois, c'est un bébé qui commence à crier toute la journée, pour rien, pour tout et rien, qui ne fait rien du tout comme les autres enfants. Il n'attrape pas, il ne joue pas, il ne cherche pas le contact. Puis c'est un enfant qui grandit en étant dans mes baskets à moi, donc on est très fusionnel. Il a un cousin, donc le fils de ma soeur jumelle, qui a 2 mois de plus que lui. Forcément, on compare. Et en fait, en comparant, la seule chose que Gabriel fait en avant, c'est de marcher à 10 mois. Et le reste, le cousin fait plein de choses, mais Gabriel ne fait rien du tout, comme un enfant standard. Donc moi, je passe mes journées à me poser des questions, à voir cet enfant qui fait des choses particulières. C'est un premier enfant, donc on est vraiment, en tant que parent, quand on a un enfant, on est dans un monde nouveau, on découvre au fur et à mesure. Nous, c'est complètement ça avec Gabriel. Et il nous fait des choses très bizarres. Il adore aligner des choses et puis détruire son alignement. Il pourrait y passer toute une journée. Il refuse de toucher des choses comme le sable, l'eau c'est très très limite. Il a des grosses particularités tactiles. Donc nous on est des jeunes parents heureux. On se dit, moi je me rassure. Et puis papa qui ne voit pas trop les choses. Tu te rassures, mais tu poses quand même des questions à ton entourage, notamment à ta sœur. Ouais. Est-ce que tu en parles aussi aux pédiatres? Ouais, j'en parle, j'essaie d'en parler en fait un peu à tout le monde, en disant mais t'as vu, c'est quand même bizarre, il fait que d'aligner, ou t'as vu, pourquoi là il a pleuré alors qu'on lui a mis une pomme de terre dans son assiette avec son steak, alors pourquoi il fait ça? Mais c'est rien, t'inquiète pas, il est un petit peu précieux. Voilà, il est un petit peu précieux, mais laisse-le tranquille un peu, t'es tout le temps sur lui, vous inquiétez pas, il prend un petit peu plus de temps que les autres enfants, mais il grandit cet enfant. Regardez le carnet de santé, il est impeccable le carnet de santé. Donc voilà, en fait je pose des questions un petit peu à tout le monde et en fait tout le monde essaye de me rassurer en disant ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas, les professionnels, la famille, les amis. Mais personne en fait entend vraiment mes inquiétudes et personne ne voit ce que moi je vois en fait, et mon mari ne voit pas non plus. Ok, donc comment vous en venez à ce diagnostic? Quel est le parcours? Donc en fait du coup là, il grandit, puis arrive l'âge de la rentrée à l'école. Il rentre en petite section à l'école de Néry et c'est tout de suite la mise en situation de l'enfer.
C'est un enfant qui hurle toute la journée, qui va se taper se jeter dans les murs, qui refuse toutes les activités, voilà, même des choses qu'il aime bien faire, il refuse. Il va prendre un jouet, il va se mettre dans un coin et puis ça sera terminé. Il va pleurer toute la journée, il va se faire pipi dessus, etc. Donc très vite, au bout de 15 jours, en fait, la maîtresse nous donne un rendez-vous pour nous dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Donc que notre fils a peut-être un petit problème, que c'est pas tout à fait normal de passer ses journées à hurler, puis de rentrer chez lui complètement déglingué de sa journée alors qu'il n'a rien fait en fait que de pleurer. Quand tu dis déglingué, c'est extrêmement fatigué? Extrêmement fatigué. D'accord. Et pourtant il ne dort pas la nuit. C'est un enfant qui va passer ses nuits à jouer, à se reposer, à faire une sieste, à rejouer, à venir nous voir, à nous appeler. Enfin, voilà, il n'y a pas de rythme de nuit, il n'y a pas de rythme de jour. Et donc la maîtresse nous fait appel au RASED, donc qui est un réseau de professionnels avec infirmières, psychologues, etc., spécialisés vraiment dans l'école. Donc qui interviennent, qui font un premier bilan, qui trouvent qu'il y a des troubles effectivement au niveau du langage, au niveau de la motricité fine et globale, donc nous orientent à la PMI. Tout ça, ça prend bien déjà 3 mois, le temps d'avoir le RASED, après d'avoir mon rendez-vous à la PMI. Ce jour de la PMI, on a du grand Gabriel, donc Gabriel en crise, Gabriel qui hurle, qui se tape, qui se jette dans un mur, qui refuse tout, qui ne parle pas, qui ne regarde pas, qui refuse de toucher, qui regarde sa sœur qui est posée sur un matelas par terre en disant enfin voilà, c'est du grand Gabriel. Et donc la pédiatre de la PMI voit bien qu'il y a un problème et nous oriente donc au CAMS. Donc au CAMS qui est à l'hôpital. Et donc nous voyons Madame Robin à l'époque, qui est une neuropédiatre, et qui fait ses bilans et arrive enfin ce fameux jour du diagnostic où donc avec mon mari nous recevons l'annonce du trouble du spectre autistique. Donc là c'est la neuropédiatre qui vous annonce en fait le diagnostic? Oui. Ok, comment vous le recevez vous? Alors donc c'est au mois de janvier 2018. Donc qui vient juste de fêter au final ses 3 ans. Et moi je savais qu'il y allait avoir quelque chose de dit à ce rendez-vous, donc j'oblige entre guillemets mon mari à venir avec moi. Et moi ce jour-là en fait j'ai été soulagée. Voilà, c'est enfin un poids qui retombe quoi. Ouais, parce que tout ce que tu observes depuis 3 ans et où on te disait de ne pas t'inquiéter, au final tu attendais presque une confirmation de ce que tu pensais et de ce que tu observais en fait. J'avais déjà moi utilisé le mot autisme, par exemple à ma sœur ou même à la nounou, mais voilà sans avoir de confirmation. Donc là le médecin me confirme que mes doutes étaient réels. Et donc voilà, moi je suis complètement soulagée et mon mari est complètement anéanti. Donc voilà, deux facettes. Et deux facettes de parents en fait. Et puis un enfant au milieu. Un enfant au milieu qui comprend rien ce qui se passe. Ouais. Et pourtant qui reçoit aussi un diagnostic ce jour-là. Ouais. Donc tu dis que ton mari est effondré. Ouais. Justement, comment vous en discutez ensemble? Ça s'est pas fait tout de suite. Le rendez-vous était le matin et donc on fait notre retour à domicile dans un silence des plus complets. Même Gabriel en fait ne dit même pas un mot. Il avait lui-même compris le côté solennel aussi peut-être du rendez-vous. Il était en train de digérer toutes ces informations et donc voilà, le retour à domicile se fait sans un mot. La journée est très très calme, très placide. Et le soir, on arrive à en rediscuter. Je remets le sujet sur le tapis et mon mari dit mais c'est pas possible, je peux pas avoir un enfant handicapé. Et donc si en fait tu vas, on va le faire. On va le faire ensemble, on va y arriver ensemble, tous les 3, tous les 4 avec Mérida.
Et puis bien sûr, on ne va pas être tout seul, on va forcément nous accompagner. Donc on y arrivera. Donc voilà. Quand tu dis on y arrivera, en fait, bon, toi tu es la locomotive, hein, on voit bien dans cette famille, tu es le moteur et puis tu emmènes tout le monde avec toi dans cette dynamique de construction et positive. J'entends que ça te coûte, on y reviendra, mais en tout cas voilà, tu es un élément important dans cette famille. Est-ce que vous avez, à l'annonce de ce diagnostic, demandé des ressources, du soutien, de l'aide? Est-ce qu'on vous en a proposé ou on vous a posé le terme autiste comme ça et puis grosso modo c'est tout? Alors clairement en fait on nous annonce un diagnostic, donc c'est pas, on nous annonce pas qu'il est autiste, on nous annonce qu'il a un trouble du spectre autistique. Donc déjà qu'est-ce que c'est que ça? On connaît l'autisme, enfin au sens très très large, mais on ne connaît pas le trouble du spectre autistique. Et donc le médecin en fait nous dit que en fait, le trouble du spectre autistique c'est le nouveau terme pour désigner l'autisme. Et on nous dit que effectivement il va devoir bénéficier d'un accompagnement avec des professionnels. Mais c'est tout. Au revoir madame et puis une prochaine fois. Ouais. D'accord. On te conseille pas, toi, parent, si tu as besoin d'être peut-être accompagné aussi par un professionnel pour peut-être poser des mots sur tes craintes, tes ressentis, tes doutes, tes questions? Non, rien du tout. Donc on nous laisse complètement seuls au final. Et en fait, moi, la seule ressource que j'ai pu avoir, c'est une amie, une collègue, qui avait elle-même un fils autiste. Et qui en fait c'est elle qui m'a complètement soutenue, orientée, conseillée d'aller aller voir tel ou tel professionnel, appeler telle ou telle personne, etc. Du coup elle m'oriente vers un centre, ce qu'on appelle un CESAD, qui prend en charge des enfants avec un handicap, pas forcément l'autisme. Je fais une petite parenthèse, ce qui me paraît fou quand même, c'est que c'est une amie qui t'oriente quand même vers un accompagnement pour Gabriel. Ça vient pas des professionnels de santé? Non. Pour le coup? Personne nous a... Non. Ok. Et après, peut-être que moi, mon tort a été de ne pas rappeler le CAMS. Mais à un moment donné, même si moi je suis très soulagée d'avoir le diagnostic, qu'est-ce que j'en fais? Et moi, la seule personne qui me vient à l'esprit, c'est cette femme en fait. C'est cette amie, donc je l'appelle en fait. Je l'appelle et en gros, help, qu'est-ce que je dois faire? Et donc je prends ce rendez-vous, ce CESAD, et donc on rencontre la directrice qui nous prend tout de suite, qui nous écoute tout de suite, qui dit pas de problème, on vous laissera pas seul, on va vous présenter la structure, on va vous présenter les professionnels, on va faire des bilans ensemble et vous allez être accompagnés. Donc là, quand on est rentré à ce CESAD, un deuxième point entre guillemets qui tombe, on n'est pas seul là, du coup. Mais par contre, quand on franchit le seuil du CESAD, on se rend pas compte en fait qu'on pénètre vraiment dans un monde dont moi j'avais entendu vaguement parler à l'école d'infirmière, dont mon mari a beaucoup entendu parler puisqu'il a un petit frère polyhandicapé, mais on s'attend pas du tout en fait à ce qui nous attend en fait. Ouais. Comme un monde parallèle. Ah ouais, mais complètement. Juste à côté de nous, mais qui pourtant est bien présent. On est sur une planète Terre et puis d'un coup on va sur Mars. Ouais. Donc en fait tu rencontres, tu fais la connaissance avec ce monde, le monde du handicap, et c'est cette rencontre qui est déterminante pour la suite. Donc la directrice va vous rassurer, vous accompagner, quelque part vous dire que vous n'êtes pas seul face au handicap de Gabriel et que vous allez être accompagné. Je pense qu'elle t'explique toutes les modalités, les fameuses modalités autour du dossier MDPH et tout ce qui s'ensuit. Oui, on rencontre du coup l'assistante sociale pour ce fameux dossier MDPH qui se trouve être une bible, clairement, dont il faut à peu près une bonne dizaine de jours pour avoir tous les justificatifs, comprendre les termes qui veulent. Heureusement que l'assistante sociale ne me laisse jamais seule pour remplir ce dossier, parce que clairement on est vite submergé par ça. Donc on fait connaissance donc de la MDPH, MDA maintenant. On fait la connaissance de la MDPH. On fait la connaissance plutôt d'une administration
qui traite des dossiers et pas des enfants ou des personnes. C'est ce que tu ressens au moment où tu remplis le dossier? Oui. Tu as le sentiment, il ne prend pas en considération ton petit gars, mais alors plutôt... quand je le remplis le dossier, non, moi je suis pleine d'espoir en me disant, en plus sûr. Je suis accompagnée par une assistante sociale qui s'y connaît, elle en fait tous les jours, donc la MDPH va forcément entendre mes requêtes, mes demandes, mes besoins, et surtout ceux de Gabriel. Et en fait, donc déjà la MDPH, c'est des délais interminables, c'est du 4 mois minimum avant de recevoir une notification. Et la MDPH nous envoie donc à l'époque les anciens formats de notification, le taux d'incapacité de Gabriel. Gabriel est considéré handicapé entre 50 et 80%. Et là, je comprends pas en fait. Et en fait, l'assistante sociale me dit, en fait, on a expliqué ça dans le dossier, donc ils considèrent que c'est ça comme taux de handicap. Ils n'ont pas pris en compte quoi que ce soit, c'est juste, il a ça, donc il est ça. Voilà, donc c'est la MDPH dans toute sa splendeur. Et donc après, la MDPH nous accorde des aides financières, nous accorde le CESAD avec le suivi, nous dit effectivement qu'on a besoin de ça, on le sait qu'on a besoin de ça puisqu'on a fait le point avec la pédopsychiatre, etc. Mais donc la MDPH confirme ce que l'on sait déjà, et après nous accorde une AESH pour Gabriel à l'école à temps complet. Ok, donc là, quel âge il a et en quelle classe il se situe? Donc là, il est en moyenne section. Donc il a 4 ans, et en soi c'est rapide. Il a 4 ans et donc il découvre, il fait connaissance avec son AESH, et puis les prises en charge s'installent au fur et à mesure. Alors elles évoluent selon les besoins, des fois c'est un petit peu moins, des fois c'est un petit peu plus, mais dans tous les cas il voit énormément de monde sur une semaine. On essaye aussi surtout de privilégier l'école classique, avec surtout ses copains, parce qu'il a des copains, c'est pas un enfant isolé, il commence très vite au final avec ses accompagnements à s'ouvrir aux autres, donc il se fait en moyenne section un copain qui restera, qui est toujours son frérot comme ils disent. Et voilà, donc on privilégie vraiment l'école, sa sociabilité, et on essaye de mener à côté le combat avec les prises en charge, les délais, etc. Donc là, il commence les prises en charge CESAD en moyenne section. Ouais. Comment se passe sa scolarité jusqu'à aujourd'hui? La scolarité, dans tous les cas, nous, vraiment, c'est ce que je disais, on favorise vraiment l'école. Je tiens absolument à ce qu'il puisse avoir une journée d'école entière. Parce que c'est un enfant qui peine au niveau des apprentissages, donc je le vois pas continuer en école standard si on lui coupe la moitié de l'école. Donc l'école c'est tous les jours, toute la journée, et on fait les prises en charge les soirs, les mercredis ou les week-ends. Donc en plus de son emploi du temps scolaire ordinaire. C'est ça. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Au max des prises en charge à la semaine, on va avoir le lundi soir après l'école la psychologue, le mercredi toute la matinée au CESAD, et maintenant le samedi matin il va chez l'orthophoniste. Et là du coup on est en attente du créneau psychomotricien, mais ce sera une fois tous les 15 jours aussi. Ouais. Sur la semaine. Et qu'est-ce qu'il en dit ça, Gabriel, de cet emploi du temps Il en dit rien. C'est pas un enfant qui se plaint en fait. Enfin voilà, il est même content parce qu'il adore vraiment les gens qui l'accompagnent. Voilà, on va voir Fanny, oui. On va voir Corinne, oui. Voilà, c'est pour le moment, il est très très heureux d'aller voir ces personnes-là. Après, il y a eu quelques questions en disant mais pourquoi moi je vais voir Fanny et pas mon copain Théo. Ouais. Donc voilà, donc on essaye de lui expliquer. Là on est aussi dans l'apprentissage tu es autiste, voilà, qu'est-ce que ça veut dire, et puis même sa sœur forcément, puisqu'on lui apprend tout aussi au fur et à mesure. Ok, on a parlé de la scolarité de Gabriel. Concrètement, quand on a un enfant diagnostiqué TSA,
Comment s'adapte la famille à ce trouble? Quel impact ça a sur votre vie? Ça, c'est un énorme impact. On s'adapte en fait, on s'adapte à lui. À l'extérieur de la maison, c'est Gabriel qui doit s'adapter. À l'intérieur de la maison, c'est nous qui nous adaptons. C'est-à-dire que tout est ritualisé, tout est carré. Voilà. Mérida, c'est donc la petite sœur de Gabriel. Mérida, c'est une enfant avec qui la vie elle est fluide. C'est pas grave si on rate de 10 minutes le temps du jeu. C'est pas grave si on rate de 5 minutes le temps du repas. Avec Gabriel, c'est très ritualisé. Tout est séquencé entre guillemets. On évite les temps morts, ou sinon on va mettre des timers pour éviter ces temps morts qui sont source d'angoisse. Donc voilà, des apprentissages basiques comme se déshabiller nécessitent un séquentiel. Donc on découvre ce qu'est un séquentiel. Ouais, ça c'est les professionnels du CESAD notamment qui vous ont peut-être aussi formé et montré et donné des outils aussi. Donc au début c'est l'éducatrice qui nous donne tous les séquentiels, tout un classeur PEX comme on dit, avec les pictos pour en fait les besoins de notre enfant. Nous on a la chance quand même d'avoir un enfant verbal. Je pense vraiment que c'est une chance. Donc il arrive quand même à exprimer ses besoins. Il y a des enfants autistes qui ne peuvent exprimer leurs besoins qu'avec les pictos. Donc voilà, on est obligé de décortiquer les actes de la vie quotidienne qui sont extrêmement compliqués pour Gabriel et d'en faire des séquentiels. Donc je m'habille, ça part de je prends ma chaussette, je lève le pied, etc. C'est vraiment très fluctuant. Il y en a partout dans la maison. Du séquentiel de base à des règles de vie, par exemple avec le chat, comment se comporter avec le chat. Ça va être aussi du niveau sonore puisque c'est un enfant qui crie beaucoup, donc ce qui peut être tolérable pour les autres et ce qui du coup ne l'est un peu moins, donc voilà. Et puis on adapte au fur et à mesure et par contre notre vie est très ritualisée, son alimentation est très ritualisée, voilà. Quand on introduit quelque chose, c'est en douceur. Quel impact ça a eu sur votre vie familiale? Tout à l'heure tu parlais de ta sœur jumelle, voilà, je pense à ta famille, à la famille de ton mari et puis auprès de vos amis. Alors, déjà nous en termes de famille purement parlant, forcément ça a été quand même, ça l'est toujours, c'est compliqué, c'est des choses, c'est une vie qui est complètement chamboulée, une autre manière de vivre, clairement. Nous on s'adapte comme on peut. L'impact avec notre fille, c'est forcément que des fois on passe beaucoup moins de temps avec elle. Et on essaye au maximum de lui trouver du temps, soit papa Mérida ou maman Mérida, ou tous les trois ou tous les quatre, avec des activités qui ne mettront pas en échec Gabriel pour qu'on soit vraiment que 2 parents avec 2 enfants normaux. Et pour que qu'il y ait une relation fraternelle qui existe bien sûr et qui est très, très importante. Après avec ma famille à moi, c'est je suis beaucoup accompagnée par ma sœur jumelle, qui m'écoute beaucoup, qui me soutient énormément. Mais le plus gros soutien vraiment que j'ai, c'est ma belle-mère, qui a vécu dans le monde du handicap par le biais de son jeune fils. Tout de suite, ça a été une roue de secours entre guillemets. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà, c'est vraiment la personne en qui on peut avoir la totale confiance pour Gabriel, qui sait exactement ce qu'on peut vivre et qui l'entend, qui le comprend. Et puis, parce que ce que tu vis, elle l'a vécu, voilà. Elle aussi à ton âge. Alors des fois, bon, il y a de la comparaison. C'est pareil, on compare pas, mais c'est normal, quoi. Ouais. C'est normal. Il y a des choses qui se retrouvent chez notre fils qu'elle avait chez le sien. Voilà. Et ça reste mignon. Mais voilà, c'est vraiment ma belle-mère, c'est un soutien, une ressource importante. Voilà, une ressource complètement.
Et après les amis, au final, moi je me retrouve avec un petit entourage. Les amis sont peu nombreux, mais le peu qu'il y a, c'est de l'écoute, c'est du soutien, c'est des gens qui ont des enfants, et les enfants qui grandissent avec Gabriel, c'est des copains, c'est des copines. Voilà, ils s'aiment, ils s'apprécient, on s'aime et on se soutient tous, quoi. Super. Donc voilà, on n'est pas seul et vraiment c'est important. Quels sont les moments difficiles, mais aussi les moments de joie et d'espoir que vous rencontrez? Donc les moments de joie vraiment, puis d'espoir aussi, c'est tous les progrès que Gabriel fait. Nous on est des parents qui font la fête quand notre fils maintenant peut manger avec sa fourchette. Puisque c'est des mois et des mois et des mois de travail, d'étape par étape, puisque c'est pas un enfant va prendre une fourchette, un enfant autiste, enfin Gabriel tout du moins, ne va pas prendre une fourchette comme ça, quoi. Il y a toute une sphère sensorimotrice qui doit être prise en compte. Donc voilà, c'est un travail par étape. Donc voilà, nous c'est tous ces moments-là où Gabriel réussit à faire des choses qui paraissent, on va dire ordinaires, mais qui sont extraordinaires pour Gabriel. Voilà, tous les actes de la vie quotidienne qu'il arrive à faire, même de dormir la nuit. Vous le fêtez ça avec lui, ou marquez le coup symboliquement? C'est des vraies victoires de famille? Ah oui, c'est des vraies victoires. Voilà. C'est des choses, on fait du timer, donc ça va être du 10 secondes de fourchette et à la fin des 10 secondes, donc voilà, on le valorise parce que l'un des aspects négatifs, des points très difficiles avec Gabriel, c'est qu'il n'a aucune confiance en lui. D'accord, ok. Et donc c'est très très compliqué pour ça, parce qu'il part du principe que dans tous les cas il n'y arrivera pas. C'est lui, il le dit, il le verbalise comme ça. Il le verbalise. Dès que c'est un nouveau truc, les devoirs c'est une catastrophe. Voilà, dès qu'il y a un nouveau truc, un nouveau challenge, même minime, juste par exemple de mélanger, mettre de la sauce dans son assiette, des choses qui paraissent anodines pour n'importe qui, pour lui c'est une catastrophe. Donc voilà, donc toutes ces choses minimes, on les fête en fait, parce que voilà, lui il part du principe qu'il n'y arrivera pas, qu'il ne peut pas, et nous on part du principe qu'il va y arriver en fait. Et donc on essaye de le valoriser pour qu'il arrive enfin un jour à se valoriser. Donc voilà, donc il part du principe que quand il fait une tâche, il nous regarde pour savoir si la tâche est faite correctement. Donc c'est des choses qu'on apprend, on ne sait pas au début qu'il a besoin de notre aval, qu'il a besoin qu'on lui dise qu'il fait les choses très très bien. Donc voilà, c'est des choses qu'on apprend avec la psychologue. La psychologue nous dit vous ne le regardez pas, et puis vous lui demandez, alors Gabriel, qu'est-ce que tu en penses, pour que il s'auto-valorise, quoi. Donc voilà, c'est des petites choses au quotidien, et toute victoire devient faite. Super. Dans les moments difficiles, tout à l'heure, un peu hors caméra, voilà, on abordait un peu le regard des autres. Alors ce qui est particulier, on ne l'a pas précisé là sur la vidéo, mais c'est vrai que quand on parle d'autisme, en fait, c'est des grandes généralités, l'autisme, et ça se traduit d'autant plus avec la nouvelle dénomination, donc trouble du spectre autistique, c'est encore plus large. Mais ton fils, voilà, pour préciser, il n'est pas du tout marqué. On voit pas du tout qui souffre d'un trouble quelconque, on dirait un petit garçon complètement ordinaire. Et pourtant, tu me parlais du regard des autres. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le quotidien par rapport à ça? Alors, tu l'as bien dit, le trouble du spectre autistique, c'est très large, ça veut tout dire et rien dire. C'est le terme très savant pour dire autiste, et l'autisme, c'est ce qu'on appelle un handicap invisible. Donc Gabriel, il le porte clairement très bien, ça ne se voit pas sur lui. Quand on parle autisme, en fait, les gens, effectivement, ils voient tout de suite le film Rain Man, on en parlait tout à l'heure de Good Doctor, actuellement, enfin voilà, de choses un peu générales ou très
dans le négatif du gamin qui passe son temps prostré au milieu de la pièce à se baver dessus, à hurler dès qu'on l'approche, enfin voilà. Donc nous c'est pas ça. Gabriel c'est un enfant hyper joyeux, mais qui a des comportements des fois, des bizarreries on va dire au niveau de son comportement. Il va avoir des gestes un petit peu bizarres qu'on n'explique pas et que lui-même n'explique pas. Il va se mettre des fois à crier alors que ça ne nécessite pas de crier. Ses moments de joie ça va être amplifié, ses moments de colère vont être amplifiés, tout est amplifié avec lui. Et par exemple aller faire les courses c'est absolument impensable parce qu'on sait très bien que en fait déjà pour lui ça va être compliqué et on va être jugé. T'as eu des expériences par rapport à ça? J'en ai beaucoup. Beaucoup. Par exemple, chez l'orthophoniste, son cabinet se situe au premier étage. Et le rituel de Gabriel, c'est de prendre l'ascenseur et qu'on fasse la course. Moi, je ne dois pas rentrer dans l'ascenseur. Voilà, je ne dois pas rentrer dans l'ascenseur, donc on doit faire la course. Et bien sûr, maman arrive toujours en première, parce que maman est trop forte. Et donc, voilà, il arrive, oh maman, tu as gagné. Et puis pareil pour redescendre. Et un jour, une dame rentre chez elle et puis voit cet enfant tout seul dans cet ascenseur. Moi, je suis là à l'attendre, bien sûr. Et puis Gabriel descend et elle me dit mais on laisse pas un enfant tout seul dans un ascenseur? Oui. Et là, ce jour-là, j'étais extrêmement fatiguée et j'ai pas du tout apprécié la remarque, donc je lui ai dit mais excusez-moi d'être une mauvaise mère. Voilà. Donc il y a des expériences où au parc, on va dire, on va regarder Gabriel sauter partout. C'est des regards d'autres parents qui te met mal. Est-ce que lui s'en rend compte Pas du tout. Non, bon, c'est déjà bien. Pas. Ouais, absolument pas. Non. Puis même des fois à l'école, il peut y avoir des comportements assez bizarres. Les enfants qui sont pas dans sa classe, parce que sa classe qui est toujours la même depuis la petite section connaît très très bien Gabriel. Connaît très bien ses bizarreries entre guillemets au niveau du comportement et sont très à l'écoute, enfin voilà, c'est une classe absolument géniale. Mais les autres enfants peuvent des fois le regarder un petit peu bizarrement. J'ai déjà eu des remarques d'enfants en disant regarde-le, lui il est en train de jouer dans le sable alors qu'il est grand, enfin, il sait pas faire un château de sable. Bon voilà. Oui, ça fait mal sur le coup, mais ton fils est préservé de ça. Oui, pour le moment il le voit pas du tout, sa sœur non plus. Parce qu'elle est dans la même école pour le coup là. Ouais. Ou sa sœur, s'il y a un enfant qui va embêter son frère, va essayer plus d'aller prendre sa défense, quoi. Donc voilà. Ou on a eu une anecdote dans le bus où Gabriel, les vibrations du bus lui donnaient envie de crier. Bon il crie. Et les autres enfants se sont moqués de lui. Nous, on l'a su par les enfants de la nounou qui prenaient le bus avec à l'époque. Et le soir, en fait, notre fille nous en a parlé parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi on se moquait de son frère. Et elle en était très triste. Et son frère ne s'en est absolument pas rendu compte. Donc voilà, c'est des anecdotes un peu comme ça. Aux courses, on nous regarde bizarrement. J'ai eu la réflexion, faudrait peut-être apprendre à l'élever votre enfant. D'accord. Oui, mesdames. Donc voilà. Ok. Malgré ces difficultés, qu'est-ce que Gabriel vous a appris, à vous deux, parents? Alors, Gabriel, il nous a un peu transcendés en fait en tant que parent. Alors moi, il m'a transcendé, vraiment, il m'a ouvert un monde, déjà le monde de mère, que moi je ne connaissais pas très personnellement. Il m'a appris ce que c'était d'être une mère, il m'a appris la tolérance au sens large, il m'a appris des choses en fait dont je ne pensais même pas être capable, à faire des choses dont je ne pensais pas être capable, à aller toujours plus loin. Je pense qu'il m'a vraiment ouverte en tant que femme, en tant que mère, mais en tant que soignante. Je sais souvent moi au boulot que je pense à lui quand par exemple on adapte un quotidien, c'est ce que je fais à la maison en fait. Donc voilà, et puis son père c'est pareil,
où au départ c'était très compliqué parce que il a fallu un long moment d'acceptation pour le papa, avec beaucoup d'accompagnement de la part des professionnels qui nous entouraient, dédiés vraiment au papa. Ah, c'est bien, il a été accompagné là-dessus. Oui. Ah, c'est chouette. C'était des demandes que moi j'avais validées bien sûr par papa. Pour nos réunions de bilan annuelles au CESAD, où on me demandait vraiment à ce que papa puisse être vraiment accompagné, quoi. Donc avoir de l'écoute, se sentir soutenu. Même si, bravo à ton mari d'avoir accepté ça, c'est pas forcément évident, hein. Tu sais, les hommes, parfois on a une fierté mal placée, et bravo à lui, chapeau, c'est bien d'avoir accepté cette main tendue, et pour le coup ça a payé, donc... Oui, ça a largement payé. Voilà, au début c'était très compliqué, le comportement de papa n'était pas forcément adapté à Gabriel, et puis Gabriel forcément n'était pas adapté non plus à papa. Voilà, ça a été du travail au quotidien, mais voilà, il a vraiment transcendé son père aussi, quoi. Donc son père s'est complètement adapté à Gabriel. Quelle est la situation où Gabriel t'a le plus étonné? Ça reste toujours un moment de vie anodin, entre guillemets. C'est l'arrivée de notre chat. Donc voilà, il y a 2 ans. Voilà, Gabriel ne dessine pas, Gabriel ne tient pas un stylo, Gabriel n'écrit pas, voilà, Gabriel fait des ronds, des E très larges. Voilà, Gabriel, c'est compliqué au niveau motricité fine, tenue du stylo et tout. Et son chat arrive, et il prend une feuille, et il dessine son chat, et puis il se dessine lui. Incroyable. C'est la première fois qu'il dessinait un animal? La première fois qu'il dessinait tout court. C'est fou. Il a quel âge à ce moment-là? Donc il a 7 ans. Incroyable. Oui, 6 ans et demi. Ouais. Donc il prend cette feuille, il nous dit rien. Il se pose sur la table, il prend ses crayons de couleur, et puis il dessine, et puis il marque en dessous Scylla. Et puis il dit tiens maman. Donc il écrit le nom du chat. Oui. Correctement. Un truc de fou. Ouais. De la vie quotidienne, mais il nous a tellement scotché en fait que. Carrément, tu l'as encadré ce dessin. Je l'ai au boulot même, je l'ai mis dans mon casier, au boulot, à l'abri de. Mais c'est trop chouette. De nos enfants maladroits. Donc et puis du coup, de fil en aiguille, une collègue m'a offert un cahier qui est complètement adapté à notre fils. Voilà, un petit super-héros. Un petit super-héros. Voilà, et donc c'est devenu son cahier de dessin. D'accord. Je te montre. Ah, mais il l'investit en plus, mais oui. C'est incroyable. Voilà, son premier dessin après le dessin de Scylla. Génial. Voilà, donc ça c'était l'année dernière, quoi. C'est trop beau. En plus, il utilise plein de couleurs, donc c'est super chouette. Il y en a pas mal. Voilà, quoi. Donc, ça, c'est des moments de fierté, parce que c'est un enfant qui nous épate tous les jours, en fait. Tous les jours. Et toujours, alors qu'il est freiné énormément par son manque de confiance en lui, il est capable de lui-même de remuer des montagnes tout seul, quoi. Ouais. Et justement, quel est votre prochain challenge? Quel est votre défi que vous tentez de relever actuellement ou bientôt? Là, on a relevé pas mal de défis. Là, le défi vraiment principal, c'est mais clairement de rester en école standard. D'accord, ok. Voilà, c'est très compliqué. Il est quand même assez en retard par rapport aux apprentissages. Donc, il a fini le CE2 très en retard. Ça a été une année de CE2 assez compliquée. Où la maîtresse a fini par me dire qu'elle avait beaucoup de mal à envisager le CM1. Donc moi pendant les vacances j'ai beaucoup travaillé pour préparer ce CM1. Je lui ai fait des outils pour l'aider, avec bien sûr l'aide du maître qui m'avait passé le programme du CM1 pour commencer à le préparer. Et puis on a repris des bases aussi l'été, parce qu'on a travaillé. Mauvaise mère. J'ai fait travailler mon enfant. On a repris les bases et puis là il est rentré au CM1 et le but c'est vraiment de rester en école standard. Ne surtout pas le couper de sa classe, c'est ma priorité absolue. Qu'il reste vraiment avec sa classe, avec ses copains. C'est le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Ok.
quel conseil tu pourrais donner à des parents qui commencent ou qui vont peut-être rencontrer les mêmes difficultés que vous? Le conseil, vraiment le plus important, c'est faites-vous confiance. Mais vraiment, vous avez le moindre doute, parlez-en. Même si on ne vous écoute pas comme moi, on ne m'a pas écouté, parlez-en, restez pas tout seul, documentez-vous. Essayez même d'en parler à tous les professionnels que vous pouvez voir, appeler. Moi j'avais appelé des orthophonistes, j'avais appelé plein de choses, même si on m'a renvoyé dans les rosiers, c'est pas grave. Vraiment, faites-vous confiance, ne lâchez pas. Et maintenant il existe plein d'associations, avec les réseaux sociaux, il y a des groupes. Alors tu as créé une page toi justement, ouais, moi, tu peux en parler? Voilà, j'ai créé une page moi il y a 2 ans maintenant, donc c'est sur Facebook, Sa vie de super-héros. Voilà, donc moi j'y raconte notre quotidien, le quotidien de Gabriel, de la moindre petite chose. La moindre contrariété entre guillemets qu'on puisse avoir, j'y montre aussi qu'est-ce que c'est l'autisme, qu'est-ce que c'est la MDPH, c'est quoi un dossier MDPH, c'est quoi une notification, c'est quoi, je sais pas moi, c'est quoi les tests sensoriels. Voilà, j'essaye d'expliquer tout. Qu'est-ce que c'est une psychologue aussi, parce que il y a des gens qui connaissent pas, il y a des termes psychomote, ergothérapeute. Voilà, il y a des termes pour le langage, écolalie. Ouais, tu le disais tout à l'heure, quand tu as mis un pied dans le CESAD, tu l'as très bien expliqué en fait. C'est comme si tu changeais de planète en fait. Ouais, tu rentrais dans un monde différent, voilà, avec son jargon, exactement. ses professionnels. Et donc ma page Facebook, j'y explique un petit peu tout ce jargon, mais à ma sauce. Et puis aussi voilà, nos victoires quotidiennes et nos échecs. Voilà, donc ma page Facebook, elle m'a moi beaucoup aidé à décharger, et j'y rencontre des gens, des familles, des professionnels. J'ai pu échanger avec des professionnels que je ne connaissais pas, des associations, même au niveau politique. Donc voilà, donc vraiment le conseil principal, c'est ne restez pas seul. Trouver de l'écoute, il y a toujours de l'écoute, surtout maintenant au XXIe siècle, avec tout ce qui existe comme outil, la radio, la télé, les réseaux sociaux, il y a plein de choses. Donc voilà quoi. Voilà. Et puis surtout, mais vraiment, faites-vous confiance, quoi. Continuez, battez-vous pour vos enfants, quoi. Super. De quoi on n'a pas parlé? Par quoi tu souhaites conclure? Je te laisse le mot de la fin. Juste, ça peut faire peur, le monde du handicap. Le monde du handicap fait peur à n'importe qui. Même le handicap tout léger. Moi, dans mon boulot, j'ai des gens qui viennent pour une prothèse de hanche. C'est déjà un handicap. Voilà, ce monde-là fait très peur. On est dans une société aussi qui est très normalisée. Et les gens, les enfants, on doit tous rentrer dans des normes physiques, sociales, financières, etc. Enfin voilà. Le monde, c'est pas ça en fait. Le monde, il est hors norme. Tout le monde est atypique pour chacun. Voilà, une blonde n'est pas une brune, un garçon n'est pas une fille, et un autiste n'est pas un enfant ordinaire. Voilà, arrêtons avec les stéréotypes, arrêtons avec les préjugés, ouvrons-nous, et puis voilà quoi. Donc le monde du handicap fait peur, mais le monde du handicap, au final, c'est un monde rempli de partage, d'espoir, et puis d'amour en fait, clairement, où on rencontre plein de mondes très intéressants, et on apprend énormément sur nous-mêmes et sur les autres. Très joli mot de la fin. Merci. J'espère que le portrait de Louise vous aura plu. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder le portrait de Louise et qui parlait de son petit Gabriel. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode avec une autre personne. Salut.